La venue de Marie-Louise en 1810 entraîna une inflation des étrennes qui furent de plus en plus somptueux en ce temps d'apogée de l'Empire. De cela témoigne cet extraordinaire déjeuner des princesses de la famille impériale. Ce déjeuner des princesses de la famille impériale fut offert par l'impératrice Marie-Louise à Madame Mère, aux étrennes de 1813. Ce panthéon familial sur porcelaine, unique au monde, combine les effigies de Napoléon et Marie-Louise sur la théière, les portraits du roi de Rome et de Caroline, marraine de l'enfant, sur le sucrier, le portrait d'Élisa, aînée des Bonaparte et grande-duchesse de Toscane, sur le pot à lait, et enfin les portraits des princesses sur les tasses, soit Hortense, épouse de Louis, Pauline, femme du prince Camille Borghese, et Catherine de Wurtemberg, devenue reine de Westphalie par mariage avec Jérôme. De retour de Belgique à Saint-Cloud en juin 1810, Marie-Louise écrivit à son père ses impressions sur ses belles-sœurs. La grande-duchesse de Toscane est pleine d'intelligence. Elle est très laide, mais a une fille de 3 ans qui est le plus joli enfant que j'ai vu. La princesse Pauline est une beauté. La reine de Naples, Caroline, est pleine de grâce. Elle est plus petite et plus grasse que moi, et on lit dans sa figure la bonté qui l'anime. Voir. Quant à Hortense, on sait par Valérie Mazuillet, qui était une de ses très proches, le chagrin de Joséphine répudiée en décembre 1809, le chagrin de Joséphine mettait entre Hortense et Marie-Louise comme un mur de glace. Il les empêchait de se rapprocher. Et dans la structuration de ce déjeuner des princesses de la famille impériale, où l'impératrice apparaît sur la pièce majeure, la théière, il n'est pas interdit de voir aussi un sens politique en lien avec l'actualité. Car lors du mariage de 1810, la traîne de la nouvelle impératrice, à l'instar de celle de Joséphine lors du couronnement et sacre en 1804, la traîne de l'impératrice fut portée par 4 reines. La reine de Hollande, la reine de Naples, la reine d'Espagne et la reine de Westphalie. C'était l'apogée de la domination française sur l'Europe. En 1814, les étrennes furent somptueuses. Marie-Louise offrit à sa belle-sœur Catherine de Westphalie, dont le mari avait déjà perdu ses états après la bataille de Leipzig, offrit ce vase fuseau tête d'aigle. Les 2 princesses s'entendaient fort bien, et probablement en raison d'une similitude de destin. C'était 2 princesses germaniques que la haute politique donna en mariage. L'une, Catherine, au Benjamin de la fratrie, Jérôme, et l'autre, Marie-Louise, au chef de la maison impériale. Ce vase offre un médaillon ovale ourlé d'une délicate couronne de laurier d'or abritant les lettres composant le prénom de la souveraine. Le portrait de Marie-Louise se détache sur fond de frondaison d'un parc. Elle apparaît non en impératrice, mais en élégante, vêtue d'une robe de velours noir, rehaussée de broderies et de passementeries d'or, et coiffée d'une toque richement empanachée de plumes blanches. Est-elle en Amazone ? C'est possible. On sait que Marie-Louise devint cavalière en France. Napoléon insista pour lui donner lui-même quelques leçons d'équitation devant la terrasse de Saint-Cloud. On sait par un témoin qu'il prenait le rôle d'écuyer sans quitter ses bas de soie blanc ni ses souliers à boucles d'or ovales. Napoléon prit ensuite l'habitude de réveiller Marie-Louise à l'aube et de l'emmener galoper dans les bois alentours. Quand elle revenait à Saint-Cloud, note Menneval, le palais à peine réveillé la voyait rentrer avec surprise, ignorant qu'elle fût sortie et la croyant encore sous les courtines impériales. Lors des séjours à Trianon, celle-ci fréquentait le manège de la petite écurie à Versailles. Lors de ces étrennes, une personne fut particulièrement gâtée, c'est
la veuve du général Lannes, la duchesse de Montebello, dame d'honneur de l'impératrice, qui reçut aux étrennes de 1812 cette magnifique tasse ornée du portrait de l'impératrice qui porte diadème et collier, une parure en rubis exécutée par Nitto et offerte en 1810 par l'empereur. La duchesse de Montebello fut particulièrement gâtée car c'était une habile femme liée au médecin Corvisart, avec qui elle était de connivence. On sait par le témoignage de la veuve du général Durand que, quoiqu'elle fût très riche, Corvisart, qui était son ami, avait persuadé à Marie-Louise que Madame Lannes n'avait à elle de l'immense fortune de son mari que 6 000 francs de rente. Elle rendait de son côté le même service au docteur, en disant à l'impératrice qu'il était gêné dans ses affaires. De là, il résultait des cadeaux et des présents considérables. Parmi ces présents considérables, il y a le déjeuner égyptien offert aux étrennes de 1813 à la duchesse de Montebello. Il convenait de faire connaître les traits de la nouvelle impératrice des Français. La manufacture impériale de Sèvres s'employa à fournir et en partie diffuser les traits de cette nouvelle impératrice. D'après un modèle du sculpteur François-Joseph Bozio, le sculpteur attaché à la manufacture Jean-Jacques Auger œuvra pour ce buste. Petit détail, il y a au revers une marque qui a longtemps été lue comme un 0 et un 9, et ça ne correspond à aucun numéro de série, mais qu'il faut en fait lire comme OG, c'est-à-dire par homophonie, le nom même du sculpteur Jean-Jacques Auger. Il offre ici une image officielle. L'impératrice est vêtue d'une robe retenue par une agrafe et d'un lourd manteau. Les lèvres sont charnues, les yeux en épaisse amande. Une anglaise retombe sur chaque tempe. Une lourde natte naissant de l'arrière du crâne est montée en chignon par enroulement, que viennent rejoindre les cheveux tirés depuis l'avant. Un diadème orné d'une palmette centrale et de 2 branches d'olivier offre un signe de paix. Le buste en biscuit est monté sur un socle en marbre bleu turquin, orné d'un monogramme en bronze doré. Les lettres, bien sûr, M et L pour Maria Ludovica, cernées d'une couronne, nouée par une bandelette. Il convenait de faire connaître les traits de cette nouvelle impératrice. La manufacture impériale de Sèvres, dans la main de l'État, dirigée par Brognard, s'y employa et le sculpteur Auger produisit ce très beau buste qui est coulé en biscuit, démarqué d'après un modèle du sculpteur célébrissime François-Joseph Bozio. Il est un autre cas, dont on ne connaît pas exactement l'histoire, démarqué de ce même modèle officiel par Bozio, c'est la tentative par Paolo Triscornia, qui est issu d'une famille de sculpteurs actifs et d'hommes de métier, d'une manière plus générale, métier de travail du marbre, actifs à Carrara, dont le nom signifie assez la présence de carrières de marbre. Pour l'anecdote, ce Paolo Triscornia signe au revers du buste Triscornia fegit. Ne connaissant pas le latin, il remplace le fecit par fegit. C'est un homme de métier. Le menton est marqué, les lèvres charnues, les yeux fort grands. L'impératrice porte une luxueuse robe de cour, au col richement orné de plusieurs motifs incrustés, dont un gland dans sa cupule et des rayons irradiants, en partie masqués par un châle. Cette robe est assez haute, de surcroît recouverte d'un châle ourlé de franges de torsade d'or, ce qui permet de masquer le détail de la poitrine, tout en suggérant une idée de ces formes généreuses, attribut de la mère de l'héritier attendu.
Outre les sculpteurs, les peintres furent bien sûr sollicités. Et certains d'entre eux exposèrent au Salon des artistes vivants en 1812 l'effigie en pied de l'impératrice. Marie-Guillemine Leroux de la Ville, c'est son nom de jeune fille, avait été l'élève d'Élisabeth Vigée-Lebrun, puis de Jacques-Louis David. Elle épousa un monsieur Benoist, secrétaire général au ministère de l'Intérieur. Au salon de 1812, Madame Benoist exposa un portrait en pied de Sa Majesté l'impératrice et reine et obtint une médaille d'or au salon. Ce portrait met en scène Marie-Louise pour montrer la stabilité du pouvoir impérial en l'absence de son époux, au fait de son pouvoir au printemps 1812. L'impératrice est représentée debout devant le trône de l'empereur au corps législatif, dessiné par l'architecte Bernard Poyette et exécuté en 1805 par Jacob Desmalter. Ce trône offre des accoutoirs en forme de lion ailé, rattachés à un pilastre sommé d'une aigle. À l'arrière-plan, une statue en pied de Minerve, placée dans une niche, apparaît entre un pilastre mural et une colonne, en un parallélisme délibéré entre la déesse de la sagesse et de la gouvernance et Marie-Louise. Ce que ce portrait révèle, exposé aux yeux du public qui visite le salon, c'est le rapport entre la figure de la souveraine, qui vient étayer en quelque sorte l'image de l'empereur, et les sujets. Car l'enjeu, c'est bien évidemment de présenter aux yeux du public du salon, comme dans les provinces de l'Empire, comme dans les départements du Grand Empire, une présence en quelque sorte dupliquée du souverain. C'est ainsi que Marie-Louise fut envoyée en août 1813 à Cherbourg, port militaire s'il en est, pour l'inauguration d'un nouveau bassin militaire où se construisait une flotte dans le but un jour d'envahir l'Angleterre. Cette inauguration eut lieu le 25 août, c'est-à-dire la Saint-Louis, c'est-à-dire Louise Ludovica, le jour de la fête de l'impératrice. Et ce poids croissant, en accord avec ce que voulait Napoléon, ce poids croissant de l'impératrice se retrouve sous la plume de Roderer, qui est un esprit extrêmement aiguisé, et qui, à propos des fêtes de Cherbourg du 25 août 1813, nota « Je dois avouer qu'elle m'a fait à moi-même une expression extraordinaire par le mélange de majesté, de bonté et de modestie virginale qui se faisait sentir dans sa figure et dans son maintien. » À ce même salon de 1812, le peintre François Gérard présenta un portrait en pied de Sa Majesté l'impératrice et reine qui arriva quelques semaines après l'ouverture. Le critique Landon, auteur des Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts, salon de 1812, donne cette description du portrait exposé. Sa Majesté l'impératrice est représentée debout, se levant de dessus son trône. Sa main droite est encore appuyée sur le bas du siège. De la gauche, elle relève un pli de son manteau qui retombe jusqu'à ses pieds. Une estrade est en or. Le manteau est de velours pourpre, parsemé d'abeilles d'or et doublé d'hermine. Sa Majesté, dont le corps est vu de face, tourne légèrement la tête du côté gauche. Un coussin semblable, en velours cerise, est placé sur un pliant de velours vert. Un large diadème, que surmonte une couronne, l'un et l'autre en diamant, entoure le front de Sa Majesté. Sa robe est de satin blanc, rehaussée d'une broderie en or et retenue par une ceinture dont la frange est formée d'émeraudes et de rubis. Un ample rideau de velours vert sert de fond au tableau et fait ressortir avec éclat tous les objets dont il se compose. L'exemplaire princeps, présenté au salon de 1812, fut envoyé par les soins de Marie-Louise à son père François Ier d'Autriche et se trouve aujourd'hui conservé à la Schatzkammer de Vienne. Cette réplique d'atelier avec variante et qui provient de la dation
fondatrice de la famille impériale en 1979, est probablement une de ces copies confiées par le maître à son atelier et offerte par le service des présents.